Avertissement. Cette émission Peut contenir des infos. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Peut contenir des infos. Simon Forgue, bonjour. Salut, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Oui, ça va. Toujours contente de te retrouver. Ben oui, d'une semaine à l'autre, on est tout le temps là, comme un seul homme et une seule femme. Exactement. Et un seul duo. Un seul duo, oui, Voilà c'est ça. qu'on est là pour animer, divertir et faire plaisir à nos auditeurs un peu partout au Canada. Mais c'est pas Laurel et Hardy, là, parce que... Non. C'est comme, d'une part, c'est un gars et une fille, puis Oui, c'est d'autre ça. part, je veux dire, on n'a pas le même comme physique que Laurel et Hardy, mettons. Non, il y a quelques petites différences. Des petites différences. Quelques petites différences. Grosse émission aujourd'hui. On va parler, en fait, je vais vous parler de la science de la musique. Parce ok. que quand on est allé au jour de la radio avec différents collègues de nos radios du Canada, mais aussi du Québec, on est partis entre collègues, donc on a fait du covoiturage, puis c'est quand même 3 heures et quelques de route. Donc en revenant de Québec vers Ottawa, on a comme joué à un jeu, puis là, bon, quelle chanson, puis même au restaurant, on a fait quelques jeux, fait que ça m'a un peu titillé parce qu'on avait tous des chansons qui venaient nous chercher plus qu'une autre, puis les réactions, nos émotions étaient pas pareilles au même moment, fait que je me suis comme intéressée à la science de la musique sur nos émotions, sur le cerveau, la chimie, un peu comment ça nous affecte. Ouais, Sinon, au cours de l'émission, tu vas nous parler de quoi? Ouais, je vais parler des codes barres. Comment ça marche, les codes barres? Quand on passe le scanner sur un produit, Oui. ils sont présents partout, les codes barres, aujourd'hui, hein, tu sais ça? Hein? Oui, ben sur tout, là. À peu près tout. Alors, comment ça fonctionne? Parce qu'ils se ressemblent tous, mais dans le fond, ils sont tous uniques ou presque. Oui, il y a un petit peu de magie en arrière de ça. Ah Allez ouais, voir. hein? Ah ouais, J'ai hâte de ouais. savoir. Il y en a qui se font tatouer ça, tu savais-tu? Ouais, je trouve ça un peu spécial. Je juge pas, là, mais je veux dire, quand t'es rendu avec un code barre, je trouve que c'est du merchandising un petit peu. Ouais, là, c'est tu sais, ça, c'est dans... merchandisation. un petit code barre dans le nuque, là. Sking! Ouais, c'est ça. Mais, On voit ça dans des films. Il y avait pas un film à un moment donné où les prisonniers sont tous comme tatoués comme ça avec un code barre dans le ça se nuque? peut, ça doit s'appelle être ça. En tout cas, c'est pas grave. Oui, c'est peut-être Walmart ou je sais pas. C'est un film, ça, comme ça. Tu nous parles de quoi d'autre? Je vais parler également de ce que certains considèrent comme des chemtrails. OK, les fameuses... Les traînées blanches en arrière des c'est avions. ça. Mais c'est quoi ça au juste, en fait, hein? Ben moi, naïvement, j'ai toujours pensé que c'était juste comme de l'espèce de vapeur ou je sais pas quoi produit. Je vous explique tantôt. Je vais vous expliquer, puis je vais naïve. avoir le quiz aussi à la fin. Des inventions et des découvertes marquantes de l'histoire. Oh, j'ai hâte de voir ça et de aussi parce que souvent ces découvertes-là et ce qui a influencé l'histoire amène à ce qu'on a aujourd'hui dans C'est les ça. technologies, dans les avancements. Exact. Donc ça nous permet de comprendre tout ça. Simon, est-ce que tu es le genre de personne qui va décorer tôt pour Noël ou je me doute un peu de ta réponse à voir ta face. Ben, puis écoute, c'est ça qui est la beauté de notre couple, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, ma femme et moi. C'est comme quelques jours avant Noël, même des fois, c'est comme la veille de Noël, on décore. Puis le lendemain du jour de l'an, on est en break. Oui. On a chacune une journée de congé, fait qu'on défait l'arbre de Noël. Oh mon Dieu, Ça peut c'est être short ça. and sweet. C'est short and sweet. Mais Ok. c'est intense, là, pendant une semaine, là, tu sais, je veux dire, OK, il y a de la musique un peu, puis des décorations, mais je veux dire, je suis pas le genre à étendre ça jusqu'au mois de février. OK, non. Puis je commence pas d'accord. au mois de novembre, non. OK. Ben, tu vois, c'est là la beauté aussi Ok. de notre duo. OK. On se complète bien. Ouais, c'est ça. Il y a le yin et le yang. là. Ouais, ou la fille de Noël et le Grinch. Ouais, c'est ça. J'étais un petit peu le Grinch, quasiment. Non, mais c'est drôle parce que ma femme est pareille comme moi. Ben, tu vois, qui se ressemble, ça semble. Ils disent ça, ouais. Parce que mon chum, moi, heureusement, parce que sinon, je sais pas, on serait pas ensemble depuis si longtemps que ça. Il aime ça, lui aussi. Il aime ça lui aussi. Il aime ça, Noël. Puis normalement, moi, je décore le 1er décembre. OK. C'est comme mon... C'est la date, là. C'est la date. 1er décembre, puis on décore, puis le mois de décembre, puis après le jour de l'an, moi aussi, je défais. Parce que je suis tannée. OK. Ça va faire, les lutins, puis tout. Mais après le jour de l'an, je suis comme, je suis tannée, ça traîne pas. Vraiment pas. Puis comme c'est moins long pour moi de défaire mes décorations de Noël que de les faire. Ah oui, dans la boîte. Oui, ben je sais où ça s'en va. C'est OK, comme on a correct. fini, on les range. Mais là, cette année, il y a comme eu une exception. Mon petit Rafi de 3 ans qui m'a demandé, Oui. Maman, j'aimerais ça décorer. Fait qu'en fin de semaine dernière, on a décoré la maison. Puis c'est fun parce qu'en plus, j'ai comme redécouvert le plaisir de décorer pour Noël parce que c'est ma nouvelle maison. Ben oui. Fait que tu sais, première fois que je la décore. c'est sûr. Puis tu sais, c'est niaiseux à dire, mais j'ai un foyer. Fait que tu sais, j'ai comme une cheminée OK. dans la maison. Fait que là, j'ai pu faire mon... Il y a plein de choses que je trouvais le fun, que j'ai pu faire. Il y a un beau concours de circonstances, on va dire. Parce que nous autres aussi, quand on avait les enfants qui étaient Ben, plus plus jeunes, jeunes. c'est rendu un jeune adulte puis un ado, là, je veux Ben dire, oui. c'est comme Noël, il y a moins de magie là-dedans. Mais c'est sûr qu'à l'époque,
on se faisait un petit peu violence, ma femme et moi, puis on décorait un petit peu plus de bonheur pour les enfants, pour leur faire plaisir. Oui, c'est exactement ça. Fait que là, pour Raphaël, puis parce qu'il me l'a demandé comme ça, on a décoré. Mais moi, mais j'ai quand même une règle, là, tu sais, toujours après le jour du souvenir. Oui, OK. C'est important. Comme par respect, on va dire. Oui, exactement. Ben, par respect pour les anciens combattants, les vétérans, ceux qui ont passé par là. Tu sais, c'est un jour important. C'est quand même un moment sombre de notre histoire. Je trouve personnellement, puis je juge pas ceux qui le font. Non, mais c'est correct. Moi, c'est vraiment comme ça. Surtout qu'il y a des vétérans dans ma famille. Fait chacun fait ce qu'il veut chez eux, là. C'est ça. Voilà. Donc, le 12 novembre, j'ai décoré. OK. C'est fait, là, correct. Non, c'est ça. La fin de semaine d'après, on a fait. Puis je me suis demandé, est-ce que c'est juste moi qui est trop enthousiaste dans cette affaire-là ou il y a vraiment une science? Fait que il y a vraiment des gens et des scientifiques qui se sont posés sur la question, est-ce que décorer plus tôt est bon ou non pour notre morale? C'est comme faire un travail de maîtrise, dire je vais me pencher sur la question des décorations de Noël. C'est quand même... Mais c'est quoi l'effet des décorations? Là, on parle pas nécessairement. Mais qu'est-ce que ça apporte au cerveau? Okay. Et sache que c'est du positif. Ah oui, parce que ça amène certaines réactions chimiques dans les zones de plaisir du cerveau. Donc, le nucléus accumbens, j'avais oublié cette partie-là du cerveau, qui est liée à la dopamine et au plaisir. Donc, quand on voit des décorations de Noël, des lumières, des choses qui sont joyeux, lumineux, dans le décor sombre et gris de novembre, ça crée de la dopamine et ça peut créer un peu plus de bonheur, donc un peu plus de la joie un peu plus facile. Et ça réduit aussi le stress et l'anxiété parce que le fait d'avoir des lumières douces, des décorations qui évoquent des souvenirs ou encore une ambiance visuelle qui crée un sentiment en fait de sécurité puis qui nous rappelle peut-être justement les souvenirs d'enfance et tout ça, ça apaise le cerveau. OK. Mais là, évidemment, je te regarde me regarder en étant sceptique. C'est parce que j'étais rendu à la question, moi, de la musique. Est-ce que jouer du Mariah Carey en loop, par exemple, ça fait partie de l'expérience? Je me demande, là. Ça, c'est un peu de violence. Ça, c'était un petit peu too much. Puis, en fait, je dirais, ce qui est important à retenir avec Noël et tous les autres excès dans la vie, c'est parcimonie. Ah, c'est ça, c'est d'y aller avec parcimonie. Et pour ceux qui se demandent, parcimonie, ce n'est pas un parmesan fancy. Non. C'est d'y aller... avec un petite portion. Oui, c'est trop, c'est comme pas assez. Ouais. C'est sûr que là, si tu commences à écouter de la musique de Noël, la mi-novembre, ça commence à être intense. Mais en même temps, si t'aimes ça puis ça te rend heureux, il faut que tu t'écoutes. Mais tu sais, Simon, je sais très bien que tu n'écouteras pas Mariah Carey en finissant l'émission. Non, puis tu sais, je veux dire, t'as le droit, toi, d'écouter de la musique de Noël. Oui. Mais tu sais, mettons tes écouteurs, là, tu sais, plutôt que de faire subir ça à tout le monde. Mais ça, ou chante dans ta tête. Ouais, c'est ça. Suggestion de même, là. Parfait, je vais m'en souvenir. Moi qui écoute de la musique normalement dans le studio sur les écouteurs, mais je suis pas rendue là, moi non plus. OK, non. La musique de Noël, puis j'ai bien de la misère avec les rigodons. Fait que tu vois, il faut quand même s'écouter un peu dans cette partie-là. Et ça donne aussi un sentiment de contrôle. Tu sais, on s'est déjà parlé des faux boutons dans l'émission qui donnent un sentiment de contrôle. Décorer, ça te donne un faux sentiment de contrôle. Ça. Je contrôle ce qui s'en vient. Les fêtes, ça va être une grosse période. C'est stressant. Fait que si je prépare déjà mes choses d'avance, si je décore d'avance, ça enlève un peu de stress. Mais bref, tout ça pour dire que oui, les décorations de Noël et décorer tôt, ça peut être bon pour la santé mentale. Mais encore là, dépendamment toujours de votre personnalité. Ouais. J'espère, Simon, que tes voisins sont pas intenses. Non, pas à côté. Proche. Il y en a dans la rue, un bout, là. J'ai regardé juste les décorations d'Halloween, là, dernièrement. Là, c'était comme, wow! C'est comme too much. Là. Ouais, comme à un moment donné, là, qu'il y a quasiment plus de gazon nulle part, là, tellement il y a des décorations. Oh, mon Dieu. Là, c'est quand ils font des affaires de Noël, là, puis que là, ça fait de la musique. Ça a plus de bon sens avec les lumières. Ça, c'est élevé. Ben oui, tu sais, comme à 3 heures du matin, passe un auto, ça part, puis là, tu te fais réveiller par la musique de Noël du voisin parce qu'il y a quelqu'un qui a passé dans la rue ou je sais pas trop. C'est comme. Ouais, c'est ça. C'est pas trop. Bref, on va retenir ça. Allez-y avec parcimonie. Puis si ça vous fait plaisir de décorer, ça peut peut-être vous aider. Tu voulais démystifier avec nous le code barre qui est aussi très utilisé dans le temps de Noël? Ils sont à peu près partout sur les biens de consommation. T'as raison. Quand on va aller magasiner les cadeaux de Noël, on va en voir sur les boîtes un petit peu partout. Ils sont accompagnés de chiffres et plusieurs d'entre nous avons l'impression que quand on passe ça sur le scanner lit quoi? Oui, des barres, mais tu sais, grosso modo, on pense qu'il analyse les chiffres, mais c'est pas ça pantoute. Oh non! Non, c'est pas mal plus que ça, hein. Saviez-vous que les codes barres... d'abord, qu'est-ce qu'un code barre? C'est une espèce de dispositif qui a été créé il y a quand même pas mal d'années. Je pense que ça remonte aux années 40 ou un truc du genre. 1949. Oh, quand même! Ouais, le 20 octobre 1949, le brevet a été déposé. Donc, ça date pas d'hier. On a l'impression qu'on voit ça apparaître depuis peut-être quelques décennies. Ils sont plus présents, Oui, c'est ça, mais ça date quand même pas d'hier, là. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des barres et des espaces noirs, et ce sont précisément ces barres et ces espaces que les scanners
lisent dans les codes barres les espaces qui sont de différentes largeurs et les barres aussi. Donc, ça n'a rien à voir à toute fin utile avec les chiffres qui sont en dessous, qui sont juste là en cas d'erreur pour nous aider, nous autres, à rentrer ça dans le système. Autrement dit, les chiffres, c'est comme la traduction de l'espace pour le scanner. C'est à peu près ça. Et ça a été créé pour améliorer l'efficacité des processus de vente et de logistique. Ça sert à gérer les stocks, ça sert à indiquer le prix et tout ça. Parce que quand tu regardes ça, tu dis 8094482245, mettons, ça dit pas grand-chose. Tu sais. Non, ça a l'air d'un numéro d'inventaire. C'est ça. Alors, le scanner n'analyse pas les chiffres qui sont imprimés sous les barres, il scanne les contrastes entre les barres et les espaces blancs. Je vous explique un petit peu. C'est l'alternance de la largeur et de l'étroitesse des barres et les couleurs noir et blanc en alternance qui font que le scanner est capable de comprendre l'information. Parce que il y a une diode, il y a une espèce de laser sur le scanner qui est là. Donc, les variations de lumière qui sont réfléchies, c'est ça qui indique à la machine quel est le prix, combien il en reste en stock et tout ça. Hey, c'est incroyable. Tu sais, des fois, à l'œil, tu te dis, mon Dieu, tout est égal, puis un code barre, ça ressemble à un autre code barre, mais dans le fond, c'est des micro-espaces, c'est des espacements qui changent tout. Le noir absorbe la lumière, le blanc réfléchit la lumière, et le lecteur, lui, est capable, avec ça, de dire telle largeur, telle étroitesse d'une barre et tout ça, ça me donne telle information, et c'est ça qu'il renvoie à la caisse, par exemple, la caisse enregistreuse, pour dire, cet article-là, il en restait tant, il est à tel prix, puis toutes les informations qui sont nécessaires finalement à compléter la transaction, tout simplement. Et la seule raison, comme je le disais tantôt, d'avoir ces fameux chiffres qui sont inscrits sous les codes barres, c'est que si jamais, pour une raison ou une autre, le scanner fonctionne pas ou ça nous est tous arrivé, hein? Ça scanne pas, il faut que le commis aille chercher. C'est ça. Alors là, la caissière ou nous, on est capable d'entrer les chiffres qui sont en dessous dans le système de telle façon qu'il est capable de matcher avec le code barre, parce que les informations proprement dites, c'est le code barre en lui-même qui les indique. Oui, puis en plus d'indiquer le prix, c'est ça qui est le fun, c'est l'inventaire, c'est ce qui reste. Fait que c'est vraiment l'information du produit à l'intérieur du magasin. Je conclus en vous disant qu'il y a plusieurs types de codes barres. Nous autres, ce qu'on utilise, c'est le fameux COP, là, le UPC, le Universal Product Code, ou le Code universel de produit, comme on traduit en français. Et c'est le plus couramment utilisé chez nous en Amérique du Nord, mais il y en a d'autres là, à travers le monde. Il y a le système EAN, par exemple, qui est un code barre, mais un petit peu différent du côté de l'Europe. Il y a le code 128 également qu'on utilise, qui est aussi un système de code barre, mais qu'on utilise dans le domaine industriel. Bref, le code barre, il a l'air niaiseux comme ça quand on le regarde de même. Ça a l'air juste d'un petit dessin, mais il y a tout un paquet d'informations là-dedans en arrière. Là. Intéressant. J'ai aussi appris, en fait, je pensais que c'était universel, ce fameux code barre-là, mais il y a comme des sortes, il y a différentes familles de codes barres. Il y en a quand même quelques-uns, Intéressant. Ben, merci Simon, puis je vais être plus attentive la prochaine fois à mes codes barres quand je vais aller faire dans les prochains jours, prochaines semaines, mes achats de Noël. Il raconte quasiment des histoires. Ça va être beau, je vais les écouter. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Bienvenue dans ce deuxième bloc de peut contenir des infos et c'est l'heure de justement s'informer sur plein de sujets, nos sujets techno avec le seul et unique François Charon. Salut! Hello! Ça va bien? Ouais, super bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Puis, toute une chronique aujourd'hui parce que tu vas nous faire quelques suggestions, en fait, à l'approche du temps des fêtes, parce qu'avec la chronique techno, il y a plusieurs choses que tu vas nous suggérer avec ton site web, le françoischaron.com. Puis, on va aussi parler beaucoup d'intelligence artificielle. Ouais. Par quoi tu veux commencer? Vas-y. Ben en fait, je veux commencer par les trucs parce que là, j'entends les gens qui disent le Black Friday, Cyber Monday, puis tout ça, ça s'en vient, le temps des fêtes. Comment je fais pour être sûr de faire un bon deal? Ralentir. Hein? Dans la version française du Black Friday, c'est vendredi fou. Fait que soyez pas fous. Calmez-vous le pompon. Par rapport tant à la consommation puis même la fraude, les deux créneaux qui m'intéressent, aller vite, c'est jamais bon. Donc là, ce que vous faites, vous ralentissez, vous sortez un papier et un crayon et vous faites ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, la liste des affaires que vous voulez acheter. Et vous allez regarder le prix qu'il est en vente aujourd'hui. Vendredi, du vendredi fou, ça vous permettra de voir le rabais que vous avez d'en face. C'est-tu un vrai ou un faux rabais? Parce qu'il y a de plus en plus des faux rabais, malheureusement.
Numéro un. Deuxièmement, faites attention parce que c'est le moment de l'année où on a plein de publicités, de promotions, d'offres. Et là, tu fais comme, ah mon Dieu, wow! Et là, tu as l'impression d'être tombé sur le deal du siècle. Mais tu es peut-être tombé entre les mains ou entre le piège des fraudeurs et arnaqueurs qui t'auront fait... C'est un gros... Stimulé, hein? Ah oui, c'est un gros moment pour les fraudeurs, faites attention. Et moi, je dirais, si ça vous tente d'être paresseux, je vous relance l'invitation. C'est vraiment en train de devenir une tradition sur ma page Facebook officielle. Les journées de gros rabais, mon équipe, on travaille pas, puis on se transforme en lutin, en personal shopper, puis on vous envoie les liens. Donc, C'est bien ça. donc, ce qu'on va faire, la journée du Black Friday, vous allez vous dire, hey, c'est quoi le meilleur deal sur une montre intelligente pour enfants? C'est quoi le meilleur deal sur une tablette? Nanana. Et on va vous envoyer les liens. On connaît les prix, nous autres, notre job, là, à la journée longue, là, de magasiner puis de tester des patentes. Fait qu'on va à la fois vous envoyer vers les bons produits, mais également les deals qui, d'après nous, là, sont les bons deals. Donc, sur la page Facebook de françoischaron.com, vendredi du Black Friday. Merci. Ben ça va être des bons conseils parce que c'est ça, souvent, on est tellement stimulé dans cette période-là, puis on se dit, est-ce que je vais manquer un spécial? Est-ce que c'est vrai? Je suis mieux, il va-tu en avoir assez? Est-ce que ça va être back-order? Puis ça fait quasiment riche là, d'avoir quelqu'un qui est là pour faire le job à notre place, d'aller Oui, magasiner, exactement. On une est espèce de coursier. Là, c'est un peu comme quand on est... dans les hôtels de puis gens en riches, fait, on appelle ça un j'imagine bien concierge. son Tu sais. C'est ça, exactement. Alors, allez me chercher ce truc-là, j'ai besoin de ça. Ouais, c'est bien fait, ça. On voulait aussi parler, François, parce que c'est de plus en plus omniprésent dans à peu près toutes les sphères et les sous-sphères de notre vie, l'intelligence artificielle qui est débarquée, en fait, sur Marketplace pour nous aider à magasiner. Hey, plein de nouveautés dans Marketplace. Une que vous allez aimer, c'est pas tout le monde qui est bon dans la négociation. Alors là, quand tu es dans Marketplace et que tu jases par Messenger avec le vendeur ou la vendeuse, tu as maintenant un petit piton magique qui est inviter un ami à cette discussion. Fait que tu invites ton ami qui est bon en négociation et il devient ton agent négociateur. Puis là, tu vas voir quel bonhomme, on va l'avoir. Bon, on va-tu négocier ça solide, dit. Fait que, et de un. Deuxièmement, ben, c'est quand même pas pire, certain. Et il y a une nouveauté qui, d'après moi, ne restera pas là trop longtemps parce que ça va être le bordel le plus total. On permet maintenant de faire des commentaires directement dans les annonces sur Marketplace. Là, est-ce qu'on peut être honnête? Oui, hein, tu viens de mettre ta main devant ta bouche. Est-ce qu'on peut être honnête pendant 2 minutes? L'humain est méchant, les amis. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un derby de démolition. Ah, ça va être un derby de démolition. Si vous pensez que les spotted sont violents, là, la pauvre personne qui met quelque chose en vente, je sais pas, à 20$ va se faire dire, voyons, maudite folle, tu devrais le jeter aux poubelles à la place. Ça va être d'une violence sans nom. Très divertissant, mais pour les pauvres personnes qui vont se faire rentrer dedans, ça sera vraiment pas chic. Oui, puis il y a des pages un peu, des satires, des pages de mimes de ça, où on reprend les poses, qu'on fait des photos, puis après ça, on le rechange. Puis j'ai en tête, en fait, puis c'est drôle que tu parles de ça, c'était une toilette en forme d'aquarium. On voyait au travers de la cuve de la toilette, puis il y avait un aquarium. C'était de toute beauté, Fait qu'imagine maintenant les gens, oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Combien de temps tu penses que ça va durer, François? Je sais pas. Ils vont peut-être le garder parce que Meta aime ça quand ça brasse, aime ça quand le monde s'engueule, parce que le monde y retourne, puis ça les rend populaires, mais ça va être d'une violence sans nom. Et 2 autres nouveautés rapides dans Marketplace. L'intelligence artificielle qui va nous aider à poser les bonnes questions. Parce que mettons que tu achètes un frigo, c'est quoi les questions qu'il faut poser quand tu achètes un frigo? Ben là, l'IA va t'aider à poser des bonnes questions. Et pour les gens qui vendent leur voiture, souvent vous avez un défaut, votre fiche est incomplète. Tu sais, genre char brun usagé. Ouais. mais encore. Ben donc, l'IA va aider les gens à créer des fiches bonifiées avec les informations, la puissance du moteur, blablabla. Comme une fiche de dealer automobile, mais fait par l'intelligence artificielle. Donc, parce que les voitures usagées et Marketplace, là, ça fait bon ménage. Hein. Il y a beaucoup de voitures sur Marketplace.
Mais là, la question aussi, c'est est-ce que ça va être fiable? Tu sais, parce que des fois, on demande des choses à l'intelligence artificielle, puis finalement, ils sortent d'autres choses. Tu sais, fait Ouais, que sur les finalement, affaires de base, comme quelles sont les informations sur la Plymouth machin modèle, c'est assez juste, là. C'est assez facile. Il va juste dans la fiche originale du dealer, puis du fabricant, puis la reproduire, là. bon, évidemment, c'est ça. Mais j'espère voir des petites coquilles. Ça aussi, ça pourrait devenir très amusant sur les réseaux sociaux. Maintenant, on reste toujours dans l'IA parce que Oui, il y a Google qui se lance dans Gemini 3. ouais, absolument. Tu sais, moi, ce que j'ai envie de vous dire, puis là, ce qu'on entend dire sur Gemini 3, là, c'est beaucoup de positifs et très bon, entre autres, pour comprendre la mise en contexte de la question, ce qui est souvent un défaut avec l'intelligence artificielle. Et à tout le monde, j'ai envie de vous dire deux conseils. Un, on va tous finir, ça devient une évidence, là, par s'abonner à une des intelligences artificielles. On va finir par être coloc, là, avec une de la gang. Oui. Mais là, avant de se matcher, là, ben, tombez en mode cruise, les amis. Faites pas l'erreur de déjà juste jaser avec celle-là ou celle-là. Promenez-vous, redevenez cégepien sur la cruise, puis soyez infidèles. Fait que là, tu jases avec Claude, Gemini, ChatGPT, Meta AI. Vous allez vous développer vos affinités. Je connais personne qui aime toutes la même. Selon ce que vous Sûr. posez comme question. Et là, quand vous direz, hey, ma relation avance bien avec celle-là ou celle-là, ben là, tu signeras un bail, puis là, tu t'abonneras à ton 20$ par mois pour telle intelligence artificielle, mais abonnez-vous pas tout de suite, puis soyez en mode cruise. Oui, c'est tout à fait vrai, hein, parce que je l'ai essayé. Moi, je suis tombé presque en amour avec Copilot. J'en ai essayé plusieurs. Et on échange à ce point-là qui est rendu, qui connaît un peu le style, mon ton. Je vais lui poser des questions. Il va dire, ben tiens, Simon, tu travailles dans le domaine des médias. Peut-être que tu devrais twister ça comme ça. C'est à force de travailler avec une gang qu'à un moment donné, tu finis par tomber en amour avec une des intelligences artificielles, là. Absolument. Là où ça moi, je sais que je m'obstine beaucoup avec Gemini OK. récemment. Puis, sinon, je m'entends un petit peu mieux. Le mien, tu vois, c'est ChatGPT. OK. C'est le mien, ça. Ouais, mais là, là, tu t'ostinais avec Gemini 2. Gemini Oui, ben 3, c'est ça, c'est j'ai pas hâte le de même. voir. C'est ça, ouais. Hey, on s'est chicané souvent. Puis, il a fallu que je le remette à sa place une couple de fois. Non, puis c'est le fun en même temps. On sait qu'il n'y a pas vraiment un vrai humain de l'autre bord. Fait que des fois, on peut se permettre d'être méchant, d'être un peu violent. Moi, j'aimerais avoir des listes. Les compagnies les publieront pas, là, mais les listes des méchancetés que les humains ont dit à ces assistants, à ces IA-là. Ils doivent se faire dire des choses là, à la limite de l'insanité, là. Oh, ça doit être de toute beauté. Même, j'oserais dire délicieux comme liste. C'est ça. Ça serait Je vraiment la veux, je la veux. exact. Un top de fin d'année, là, un peu comme les recherches Google, mais on veut les insultes à l'intelligence artificielle. On va faire Mais la ça. demande dans l'univers. Hey, François, je vois que le temps file. Ouais. Tu voulais nous parler, en fait, tu as mis en ligne, évidemment, l'ultime liste de cadeaux de Noël pour nos auditeurs un peu partout à travers le Canada. Ouais, ce qu'on permet aux gens, deux affaires dans les listes de cadeaux, là, on a toutes les tablettes, hein. Si vous voulez acheter une tablette, on vous aide, on a remis à jour le guide d'achat, c'est quoi les bonnes tablettes à acheter. Puis j'ai sorti un livre il y a quelque temps là, qui cartonne vraiment, là, le petit charron de la fraude en ligne, mais on a décidé de le jumeler avec la conférence qu'on a préenregistrée. Donc la conférence qui est disponible en vidéo sur demande que vous pouvez regarder dans votre TV. Fait que vous pouvez acheter un billet virtuel qu'on glisse physiquement dans le livre autographié qu'on livre partout à travers le Québec. Comme ça, la personne pourra regarder la conférence quand bon lui semblera, qu'elle soit là dans un petit village, une grosse ville ou n'importe où à travers le pays. Là, vive Internet, puis on va être chez la personne que vous aimez. Puis moi, ce que j'aime comme signal, ce que ça donne comme cadeau en même temps, tu dis à la personne, « Hey, I care about you. Je veux pas que tu deviennes une victime de la fraude. Fait que voilà ton cadeau. » Puis je vois du monde, c'est drôle, là. Je pense qu'il y a des boss qui ont commencé à donner ça en cadeau parce qu'on voit des commandes passer genre 10, 5, 8. Fait que les gens achètent des quantités de livres pour donner au monde. Fait que si on peut faire œuvre utile, ben pourquoi pas? Je suis vraiment content. Eh ben, merci beaucoup, François, pour ces belles informations. Puis évidemment, on va inviter les gens à aller sur ton site web, françoischaron.com. Et c'était déjà la dernière de la saison parce qu'on est déjà rendu là. On a parlé de Black Friday, de Cyber Monday. Puis après ça, ça va être Noël. Fait que c'est ce qui s'en vient. On va te souhaiter un bon temps des fêtes. Puis on invite les gens, évidemment, à aller visiter ton site web pour toutes les questions techno qu'ils peuvent avoir.
Absolument. Moi, j'ai juste envie de renommer l'émission parce que c'est pas que peut contenir des infos, c'est aura tout le temps contenu des infos. C'est bien dit, ça. Ouais. Bye bye. Eh bien, merci, François. Salut. Salut, merci. Ciao. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. Simon, dans les derniers jours, dernières semaines, je devrais dire, on a eu les jours de la radio à Québec. Donc, Oui. ça rassemblait les gens de la radio de partout au Canada qui étaient là. Puis, il y avait aussi des organisations qui sont connexes à la radio. Et quand on part d'Ottawa pour aller à Québec, ça prend un certain moment. Puis, on a joué à des jeux en voiture avec la musique. Bon, telle chanson, quel artiste ou quel artiste. Puis, il faut faire un choix, là. Des fois, c'est difficile. Puis sinon, on a aussi joué au jukebox. Et chacun choisissait une chanson, puis on avait des thèmes. Exemple, quelle chanson nous donne des émotions, quelle chanson nous donne des frissons, ou quelle parole vient nous chercher. Puis en pensant à tout ça, ça m'a vraiment fait réfléchir, en fait, à une chronique. Je me disais, on pourrait parler de ça, on peut contenir des infos, OK. la science Derrière la musique? derrière la musique OK. et l'effet qu'elle a dans notre cerveau, parce qu'on sait que ça crée certaines choses, ça crée de la chimie. Donc les bases neurologiques du système, c'est la récompense. C'est un peu quand on entend de la musique, on écoute de la musique qu'on aime et qu'on apprécie, notre cerveau réagit un peu de la même façon que si on mangeait ou si on pouvait... Comme du candy, là, comme oui, du oui, bonbon. c'est une récompense. Puis comme au-delà de même, il y a des réactions à la musique qui sont comparables à des effets de la drogue. Tellement c'est euphorique, tellement il y a des choses qui peuvent se passer. Fait que quand je suis tombée sur cette étude-là, j'ai fait intéressant. Donc quand on écoute de la musique qu'on aime, on active des circuits de récompense dans le cerveau, donc la dopamine. Il y a plusieurs études qui montrent que l'écoute de la musique agréable déclenche la libération de dopamine dans notre cerveau et donc ça peut créer différentes émotions. Donc vraiment, tu sais, on dit de chair, Oui, frissons, là, absolument, c'est la chair de poule, c'est ce qui nous amène ces émotions-là. Et il y a aussi l'anticipation parce que quand on aime une chanson, on la connaît, on connaît le crescendo, on sait ce qui s'en vient, puis des fois juste l'anticipation avant le moment ou le pic là, de la chanson qui est super bon, c'est aussi intense dans notre cerveau que le pic lui-même. Oui. C'est quand même pas rien. Fait que le moment qui amène à ce moment d'extase-là. L'attente de la petite pause de drum dans la tune de Genesis, là, comme tout. Ce moment-là, il y a autant de dopamine qui est créé que quand Phil Collins tape sur son drum. C'est ça. Tu comprends? Fait que c'est incroyable dans cette espèce de chimie-là qui se passe. Puis même chose pour dépendamment de la musique. Avec le rythme, le tempo, l'instrument qui va être choisi, ça va créer, en fait, une émotion. Donc, le frisson musical, comme on s'en parlait, là, c'est vraiment une réaction qui est réelle, qui est physique. Et c'est pas tout le monde qui la vit de la même façon. Ah oui. Il y en a pour qui ça va être plus intense, donc on n'a plus de réacteurs, on est plus sensible peut-être à l'émotion ou à la musique, puis il y en a pour qui ça va être un peu moins, puis je te dirais même c'est quasiment triste, mais il y en a qui n'ont jamais eu ce frisson-là OK. de musique, fait que peut-être que tu as moins une grande sensibilité, moins grande écoute, puis des fois la façon que la neurologie fonctionne. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur Saint Graal non plus. Tu sais, quand t'as pas entendu raison. la chanson qui te fait vibrer. Moi qui viens de chercher. C'est vrai, ça se peut. Mais là, il faut s'asseoir avec ces gens-là parce qu'il y en a des grandes. Il y en a des grandes chansons. Il y a d'ailleurs une étude de l'Université McGill qui a démontré que les frissons correspondaient en fait à une libération de dopamine dans notre fameux noyau accumbien là, et que l'intensité du plaisir ressenti s'était corrélée avec cette libération-là. Donc, plus ça libérait de cette dopamine-là, plus on avait des gros frissons. Donc, l'activation de récompense dans le cerveau. Puis c'est pour ça qu'on aime tant écouter de la musique et que ça nous permet. Puis qu'il y a des chansons pour qui, hey, écoute, cette tune-là est vraiment bonne. Puis là, finalement, je vais te faire écouter une chanson. Puis tu dis, ouais, Ouais, c'est bon, mais. c'est ça, c'est correct. Ouais, fait tu sais, souvent, on peut pas comparer des goûts musicaux, on peut pas, parce que ça vient pas chercher la même corde. Oui, puis en même temps, une chanson peut être très significative pour quelqu'un d'une émotion en particulier, quelque chose comme de l'euphorie ou encore du plaisir, et susciter chez une autre personne des réactions ou des émotions tout à fait distinctes. Si, par exemple, une toune te rappelle une ex-partenaire avec laquelle tu avais bien du fun, puis tout ça, puis qui t'a lâché comme un vulgaire Kleenex, Oui. t'entends la
la chanson, tu dis, ça n'a pas de bon sens, tu sais, ou encore un deuil, je ne sais pas. Oui. C'est dire comment que la musique joue vraiment quelque chose de très important sur les sentiments, sur les émotions des gens, là. Oui, et comme tu le dis, des fois, il y a des événements dans notre vie qui vont influencer notre sensibilité à la musique. Et moi, je suis quelqu'un, je suis très sensible à la musique, j'adore ça, ça vient me chercher, j'écoute. Mais depuis que je suis devenue mère, depuis que j'ai eu un enfant, il y a des chansons qui me font brailler à chaque fois. Puis aussi niaiseux que des chansons comme il y a des raps que Eminem a écrit pour sa fille Hailey que j'écoutais avant. Puis je suis comme, c'est bon, c'est super. Puis là, quand tu l'écoutes avec une perspective de mère, brailler comme un veau, Simon. Fait, tu sais, des fois, c'est... je suis un peu comme ça aussi. J'avoue qu'il y a des chansons, tu sais, moi j'écoutais à une certaine époque Woman de John Lennon, par exemple. Puis là, tu réécoutes ça quelques années plus tard avec une autre perspective d'homme marié, puis père de famille, puis tout ça. Puis, tu sais, comme tu comprends la symbolique, la signification, elle t'apporte d'autres émotions qu'à l'époque où tu l'écoutais de façon, somme toute, assez anodine. Oui, c'est en plein ça. Puis moi aussi, je me disais, mon Dieu, est-ce que j'ai vrai... Tu sais, Eminem... Oui, oui, Eminem. Tu sais, on s'entend, c'est Eminem, mais sur les paroles, puis t'écoutes, puis ça rentre, là, tu sens l'émotion monter. Fait que c'est un peu ça, la science de la musique. Fait que c'est dans la structure cérébrale émotionnelle que ça a un impact dans notre cerveau. Donc, notre système limbique qui joue un rôle central. Donc, il y a aussi les amygdales, tout ça, qui gèrent les émotions, le plaisir. Pour vrai, le corps en entier est stimulé quand on vient qu'à écouter de la musique ou quand évidemment, on fait des choses pour se faire plaisir, là. Donc, en écoutant de la musique, les ondes sonores sont transformées en impulsions électriques et par le cortex, cortex auditif, et c'est envoyé vers des ondes émotionnelles. Et c'est comme ça un peu que le cerveau va se synchroniser souvent avec la musique, donc avec la modulation. Et c'est de cette façon-là qu'on va des fois devenir en symbiose avec la musique. Puis ça doit t'arriver. Moi, des fois, je travaille, puis je mets une musique, puis le temps passe tellement vite, tu tombes dans ta zone, puis tu fais tes choses. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler. Puis on a plusieurs, on est dans des radios, on joue un peu partout. Fait que des fois, demandez-les vos chansons préférées à vos radios, puis ça va pouvoir faire vivre des émotions à peu près tout le monde. Oui. Ça va être intéressant. Hey, Simon, c'est intéressant ton affaire pour la science derrière la musique. Puis tu iras lire là-dessus, vraiment, on en apprend toujours. Puis c'est ce que j'ai trouvé intéressant parce qu'on peut après faire des comparatifs. Là, jamais dans ma vie, j'aurais pensé qu'Eminem allait me faire pleurer sur une chanson. Oui, c'est ça. Mais quel parolier. Quel parolier, ce grand Marshall Mathers III. Simon, maintenant, tu voulais nous parler des fameux... traînées blanches ou les chemtrails. Est-ce que certains appellent les chemtrails? Il y a un petit peu de science derrière ça encore. Tu parlais de science de la musique. Ben là, je vais vous parler de la science derrière les traînées là, qu'on a en arrière des avions. Là. C'est-tu inquiétant? Qu'est-ce que c'est? On veut connaître la vérité. Là. Ben, vous les voyez quand il y a des Boeing 747, par exemple, qui volent. Il y a toujours une traînée blanche en arrière, ou en tout cas plus souvent qu'autrement. Il y en a qui appellent ça les fameuses chemtrails. Comme si les avions avaient des traînées chimiques qui répandaient dans l'atmosphère pour empoisonner les gens sur la planète. Ça, c'est les prétentions de certaines personnes qu'on qualifierait presque de conspirationnistes ou de théoriciens du complot. Oui, conspirationnistes, on pourrait y aller. Oui. Mais c'est quoi en fait ces traînées blanches qui s'étirent souvent sur de quand même très longues distances derrière les avions? Ben, il s'agit, tenez-vous bien, ni plus ni moins que des nuages artificiels. Ah, ouais. C'est des nuages artificiels. Ben, c'est autrement dit de la condensation. Ben, c'est ça, hein. Ce sont des traînées de condensation qui sont formées par la vapeur qui s'échappe des moteurs à très haute altitude, tout simplement. Parce que, il faut savoir que les avions, ils volent pas à 3000 pieds. Non. Les avions de ligne, c'est les avions qui forment ça, là. Ils volent entre 7500 et 12 000 mètres. Ça, c'est 25 à 40 000 pieds d'altitude. Oh là là, ouais, OK. C'est comme on n'est pas au plancher des vaches, là. Non, ça te prend des bonnes jumelles pour le voir. Absolument. Et à cette hauteur-là, l'air est à la fois très froid, mais aussi très humide. Oui. Et c'est précisément pour ça qu'il y a des nuages qui se forment d'ailleurs. Ben, c'est le cycle de l'eau. C'est exact. C'est la condensation fait des nuages. Et là, quand on parle de température, là, c'est souvent en dessous de moins 40 degrés Celsius. Oui, c'est très, très froid. C'est comme plus on est haut, là. Ça vous donne une idée. Et les moteurs d'avion, eux autres, ce qu'ils émettent, ce sont des gaz chauds et humides, évidemment, avec la combustion du kérosène, on va le dire. Ben oui, du gaz. Et ça forme de la vapeur d'eau au contact de cet air glacial qui est à moins 40 degrés, qui se condense très rapidement et qui forme des cristaux de glace qui sont visibles comme des traînées blanches. Ben, un peu comme le principe, je sais pas si tu as vu les vidéos sur Internet de gens, genre dans le Minnesota, quand il fait vraiment, vraiment très froid, ils prennent de l'eau bouillante, garochent ça dans les airs, puis là, ça se transforme instantanément comme en nuage, comme tu dis, puis en poussière de neige. C'est un peu le même principe. Ben, comme la condensation, ça se forme à peu près n'importe où il y a une différence de température entre le chaud et le froid. Quand c'est comme, ça fera pas de la glace, mais chez vous, dans la salle de bain, vous avez un miroir, prenez une douche chaude que ça donne, tu sais, le miroir est froid, ben, ça condense. Sauf que
dans l'atmosphère à des températures semblables, ça fait pas juste condenser dans de la vapeur d'eau, mais ça se condense en cristaux blancs. Exact. Ça forme des nuages à toute fin utile. Et ils ont d'ailleurs un nom, savais-tu ça? Ah, pour vrai? Ouais, ils sont répertoriés dans l'Atlas international des nuages de l'Organisation météorologique mondiale. On les appelle les Cirrus homogenitus. Homogénéitus, c'est parce qu'ils sont faits par l'homme? C'est ça, exactement. C'est Parce des que nuages cirrus, artificiels. nuages. Exact. Homo pour Oui, l'homme les hommes. et génitus, donc ils sont générés par l'homme. Donc ce sont des nuages, les cirrus, qui sont homogénitus, donc qui sont d'origine humaine. Hey, j'ai donc bien un bon latin. T'es pas pire, hein? T'es quand même Je le pas savais pire. même pas, j'ai juste comme je suis allée par déduction, je suis contente. Ouais, Je vais c'est étudier le latin. On Et- aura appris ça dans PCD. Ben voilà. Alors, tout dépendant de l'humidité qui est présente dans l'air et la température, évidemment. Alors, les traînées peuvent disparaître quand même assez rapidement. Ouais, là, puis ça 5-10 s'étend, minutes. c'est pas- ouais, Et c'est il y en pas a, long. il y en a qui peuvent persister parfois plusieurs heures, là, tu sais. Ouais, Un puis c'est peu comme peut-être les- ça qui donne cette espèce de perception qu'on veut créer des nuages. puis C'est ça. Donc, ça n'a rien juste à voir que- avec la quantité de produits chimiques qui seraient relâchés. Donc, en conclusion, la prochaine fois que le beau-frère vous dira, as-tu vu ça, ils répandent des chemtrails, des affaires de même, tu dis, non. T'as en partie raison, OK? Tu pourrais lui dire ça. Parce que, effectivement, brûler du kérosène pour faire voler des avions dans le ciel pour transporter du monde jusque sur les plages du Mexique ou de Cuba, Oui. c'est pas très environnemental friendly, on s'entend? Non, on s'entend, puis... On le comprend. Mais on le vit tous, puis on le fait tous quand Ben, même. c'est Puis ça. Pour faire voler des avions, ça prend du carburant. C'est ça, exactement. Ça prend du kérosène. Si tu veux aller faire tes Voilà. vacances au Mexique ou à je sais pas trop à quelle place ou sa côte d'Azur, ben je m'excuse, mais tu as deux choix. Soit tu prends le bateau, tu prends ton temps, ou tu prends l'avion. Tu sais, puis un dans l'autre, ça va brûler quand même du pétrole. Oui, puis au-delà Oui. de ça, il y a même le transport de marchandises par avion aussi qui se fait. Exact. Mais ça n'a rien à voir, vous dire au beau-frère, t'aurais en partie, OK, je vais te donner une partie raison, là, ça brûle du kérosène, puis c'est pas bon pour l'environnement. Ça m'étonnerait que ça te dérange bien gros parce que comme tu te promènes en char puis tout ça, mais ça n'a rien à voir avec l'épandage de produits chimiques ou des poisons qu'on répand dans l'atmosphère. C'est simplement, comme je disais, de la condensation, un choc thermique entre la chaleur qui est dégagée par les moteurs de l'avion, l'air qui est très froid à d'aussi haute altitude. Ça n'a rien à voir avec l'idée de vouloir empoisonner le monde en répandant des produits chimiques. Là. Ouais, puis pensez-y, là, nos systèmes de santé, là, c'est pas les meilleurs. Pensez-vous qu'on commencerait à empoisonner du monde pour les envoyer plus dans le système de santé qui va pas bien? Là, attends, non. Merci d'avoir rétabli. Merci d'avoir C'est pas rétabli des faits. C'est pas des chemtrails, mais on peut quand même parler de contrails, des traînées de condensation. Oui, On peut effectivement. les appeler comme ça. Même il y a des gens qui appellent ça des contrails, mais c'est ça. C'est pas Donc, des chemtrails, c'est des contrails. Rassurez-vous, c'est donc de la condensation. Merci Simplement. Simon pour Plaisir. cette rectification de fait. Et au retour, on est déjà rendu au quiz. Oui, le quiz dans un instant. On Et, parle d'inventions et de découvertes marquantes dans l'histoire. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le Et quiz. c'est déjà l'heure de notre quiz. Et cette semaine, c'est moi qui vais se faire questionner, cuisiner, cuiser, comme on dit. Donc, on va voir. Et Simon, quel est le thème de notre quiz cette On va semaine? parler des inventions et des découvertes marquantes de l'histoire. OK. Puis j'ai des explications dans certains cas, puis des petits détails. Parce que, tu sais, ça s'appelle Peut contenir des infos. Fait que, Oui, il faut bien informer un petit peu. Fait que, faut qu'il y ait un peu d'informations. à certains moments de l'émission, c'est comme les ondes de vitesse où il y a des radars peut contenir des infos. Hein? Pédagogique C'est- de même, hein? Oui, ben c'est ça. Tu sais, comme quand tu es dans une zone où il peut avoir un radar mobile, tu sais, ça dit vitesse possible dans telle zone. Puis ici, entre PCDI, dans ces 60 minutes, il peut avoir de l'information. Donc, dans les prochaines 15 minutes, il risque d'en avoir pas mal. Il y a une dizaine de questions, ça va Ah, bien parfait. se compter. Je vais compter ça pour faire mes pourcentages. Ça va être pas pire. Moi, puis mes calculs mentaux. C'est quand t'es prêt, moi, je suis... OK, on y va. Ouais, On OK, commence. Première question, je pense qu'elle est assez facile quand même. À qui attribue-t-on la paternité de l'agent conversationnel d'intelligence artificielle ChatGPT, que tu connais? Oui, Ben que oui. j'utilise d'ailleurs. OK. Alors, est-ce A, Bill Gates, B, Elon Musk, C, John Cena,
ou D, Sam Altman? Oh, j'aimerais ça dire C parce que c'est niaiseux, Ouais. mais je vais y aller avec D. Oui, effectivement, Sam Altman. Hey, John Cena, c'était Hey, ça serait malade, un lutteur! un lutteur qui a créé une intelligence artificielle. En tout cas. Alors, Sam Altman, c'est un homme d'affaires américain né le 22 avril 1985 à Chicago. Il est reconnu effectivement comme le créateur de ChatGPT et le CEO OpenAI, de là. Ouais. OpenAI. Ouais, c'est ça l'entreprise qui a, commercialisé. J'aimerais ça savoir si John Cena est impliqué. T'sais, est-ce que John Cena a inspiré le créateur Genre, de ChatGPT? j'ai des gros doutes. Oh, mais en tout cas, j'adore tes choix de peut-être. réponse, Simon, Ok. ça part fort. Alors, l'autre aussi est pas pire, tu vas avoir un bon choix de réponse. Quelle invention est attribuée à Alexander Graham Bell? Est-ce A, la radio, B, la télévision, C, le téléphone ou D, la câblo-distribution? Oh, je vais dire C encore. Ben oui, le téléphone. Alors, C, le téléphone. câblo-distribution. En 1876. Ouais, le câblo-distribution est arrivé un petit peu après Alexander. Avec illico puis tout. Là. Ouais, c'est ça, la petite télécommande, puis ouais, donc le Gérol, là, tu sais. En 1876, Alexander Graham Bell invente et fait breveter le premier téléphone fonctionnel et le premier appel téléphonique a été passé le 10 mars 1876. Te rends-tu compte que l'an prochain, en 2026, on va fêter le 150e du téléphone? Hey, c'est fou. Je me demande qu'est-ce qu'ils sont dit. Allô? Allô? Oui, c'était assez banal, là. C'était M'entends-tu? vraiment très bref, là, comme appel. J'imagine. Oui, c'était Hey, 150 ans. 150 ans, 1876. T'imagines-tu? Puis c'est à partir d'un gros téléphone, de quelque chose qui était quand même encombrant, puis qui prenait de la Ouais, place. ouais. À maintenant, on a ça dans nos poches. Les téléphones à poche. Téléphone à poche. Ouais. De la vieille publicité, tu te rappelles de ça? C'était-tu la poune qui avait fait ça? Non, c'était, je pense que c'était M. B, Benoît Briard, je pense qu'il disait ça, les téléphones à poche. En tout cas. Anyway, il faudrait que je retrouve la pub. Question 3. Quel scientifique a découvert la radioactivité? Puis, tu sais, comme il a bien fait, là, parce qu'à quelque part, pas savoir que tu as du radioactif dans les poches, c'est comme pas... Ben, ça serait pas d'adon, puis ça pourrait causer certains problèmes. Ouais, je pense que oui. Tu sais. Alors, A, est-ce Alexander Fleming? B, Marie Curie? C, Henri Becquerel? Ou D, Gregor Mendel? Je vais y aller avec la grande Mary Curie. Ouais. Parce que, ouais. Elle a appliqué les principes de je radioactivité, me suis fait avoir. mais c'est Henri Becquerel. Ah. Ouais, Becquerel. Je pense qu'il y a une unité de mesure, d'ailleurs. On calcule en Becquerel, si je me trompe pas, la radioactivité. Mon Dieu, oui. Ouais, Je viens d'avoir un flash de mon... oui. Alors, c'est le scientifique Henri Becquerel qui a découvert le phénomène de la radioactivité en 1896 et de façon tout à fait anodine, là, ou vraiment fortuite, là, si on veut. Là. Je pense qu'il y avait des sels d'uranium. Il a mis ça dans un tiroir. Il pouvait pas les exposer à la lumière parce qu'il n'y avait pas de soleil cette journée-là. Okay. Il a mis ça dans un tiroir sur une pellicule photo, puis s'est aperçu après que, regardons ça, il y a comme un reflet sur la pellicule photo. C'est là que s'est aperçu que il y a le rayonnement de ces sels d'uranium s'était transposé sur une pellicule photographique ou une affaire comme ça. C'est vraiment... Mais c'est souvent des erreurs comme ça qui arrivent avec des grandes inventions. Puis ce qui m'a fait, mêler avec Marie Curie, c'est que j'ai comme information qui reste dans ma tête que Marie Curie, son corps, ses restants, en fait, sa dépouille est encore radioactive. Ouais. Elle émet la radioactivité. C'est ses travaux qui... Exactement, à cause de ses travaux, là, c'est ça. Ouais. En quelle année a été breveté le premier fer à repasser électrique? Hey, quelle grande révolution quand même. Le fer, oui. Le fer à repasser électrique. Parce qu'avant, c'était comme on chauffait ça sur le poêle à toute fin utile. Gros fer en métal. Ouais. Ah, mon Dieu, il fallait que ton poêle soit propre, pas salir tes chemises, hein? Ouais, mais quand même. Hein? Okay. Alors, c'est A en 1882, B en 1903, C en 1911 ou D en 1923? Électrique? Ouais, électrique. Premier fer à repasser électrique. Ça, c'était la grosse révolution. 23 peut-être avec l'électricité? Ben, t'es un petit peu avant ça, pas mal même. 1882, mine de rien. Hein? Ouais, 1882. Ben, c'est parce que à cette époque-là, déjà, l'électricité commençait à se répandre dans les foyers américains. OK. Les grandes villes, on s'entend. Oui. Et puis, le type Henry W. Seeley a fait breveter son appareil en 1882. Mine de rien. Ah, ben. 1882. Ouais. C'est drôle que c'est un homme qui a inventé le fer à repasser. Ben, c'est peut-être sa femme, je sais pas. Il se plaignait. Tu moyen de faire quelque chose qui serait intéressant, il n'y a pas besoin de chauffer sur le poêle. Ouais, tes chemises sont tout le temps tout croche, puis je viens que les salir avec les restants de toast. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne idée. Là, il a dit, c'est correct, moi, t'as inventé ça. Moi, t'as arrangé ça, chérie. 5. Quel outil a permis la navigation précise en mer dès le 18e siècle? Est-ce A, le compas magnétique? B, n'oublie pas, le 18e siècle. B, le GPS. C, le sonar. Ou D, le sextant. Ouh.
Clairement pas B et C. On va y aller par élimination. Oui, c'est ça. Compas magnétique ou sextant? Compas magnétique. Malheureux. Ah! C'est le sextant. Le sextant, c'est un outil de mesure de la position des astres pour se repérer en mer. On regarde à quel endroit sont situés telle étoile et tout ça. Puis c'est de cette façon-là qu'on est capable de dire on s'en va plein nord ou on s'en va au sud. Ouais, on est à peu près là. C'est un peu moins précis que Waze. Ouais. Puis ça nous disait pas s'il y avait des accidents et la congestion. Non, ça avertissait pas ça. Ça, c'était traverse d'ours polaire. C'est déjà quand même une grosse révolution, là. Puis quand même, il fallait penser de calculer comme ta distance avec je suis là par rapport à telle constellation, telle étoile. Quand même, il fallait y penser. Numéro 6. Quelle invention a rendu possible l'ère numérique? Est-ce A, la machine à écrire, B, le transistor, C, le radar ou D, la pile électrique? Là. J'en ai aucune idée. Machine à écrire, transistor, radar ou pile électrique. Qu'est-ce qui a, en quelque part, permis à l'ère numérique de prendre son essor? Peut-être la machine à écrire? Ou j'hésitais avec le transistor. Le transistor. OK, wouh! Ouais, c'est B. Ouais. Ben, ça a été inventé en 1947, le transistor. Il est à la base des circuits électroniques. Ouais, alors, sans lui, l'avènement du numérique, ça aurait été probablement repoussé de plusieurs années, peut-être même des décennies, parce qu'il a remplacé les volumineux et énergivores tubes à vide. Oui, c'est vrai. Les tubes qu'on utilisait jusque-là. Cassant, là. Et c'était beaucoup plus... les transistors étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus fiables, surtout. Puis on a pu faire le montage de plusieurs transistors qu'on faisait des circuits. Et ça a entraîné la miniaturisation puis l'augmentation de puissance des ordinateurs modernes. Et je vous dirais que l'arrivée des transistors, ça a même transformé le domaine de la radio. Ben, j'imagine. À l'époque, les radios à tubes, là, c'était des grosses affaires. Là, ça trônait dans le salon. Puis ça, c'était parce qu'il y avait des tubes là-dedans qu'il fallait chauffer comme des lampes. C'était pas parce que c'était la mode à l'époque. Non. C'est parce que les transistors... La journée où les transistors sont arrivés, bing! On a rapetissé les radios. Les radios sont devenues plus petites. Et c'est ça qui a permis d'avoir des petites radios sur le coin du comptoir. Au lieu d'avoir des monstres qui trônaient dans le salon. Quasiment des jukebox, des grosses boîtes. Là. C'était quelque chose. Oui, ça, c'est l'arrivée du transistor qui a fait ça puis qui a transformé aussi l'avènement du numérique en quelque part. Quelle invention a démocratisé littéralement l'accès à l'Internet? Est-ce A, le satellite, B, le modem, C, le câble sous-marin ou D, le navigateur web? Qu'est-ce qui a démocratisé l'accès à l'Internet, littéralement? Ça existait avant l'Internet, mais quand ça s'est arrivé, là, ça a fait... Ça doit être le modem, hein? Non, pas tant, c'est le navigateur web. Ah, ouais? Ouais, c'est ça qui... En 1993... 1980. L'Internet, ça existe depuis quand même pas mal d'années. Hey, une invention qui est arrivée quand j'étais déjeuner. Ouais. Yay! 1993, premier navigateur Internet. Le navigateur NCSA Mosaic est lancé. Et ça va révolutionner carrément le web. Ben, j'imagine. C'est à partir de ce moment-là qu'on était capable d'afficher des images et du texte sur la même page, parce qu'avant ça, c'était essentiellement des caractères. On se passait de l'information, mais c'était surtout parce que l'Internet, avant que nous autres, on l'utilise, les communs, Monsieur, madame, tout le monde. Là. Les militaires utilisaient ça. Le domaine universitaire utilisait Internet. Mais c'était vraiment comme juste de l'information textuelle à toute fin utile. Mais quand le navigateur NCSA, le fameux Mosaïque est arrivé, là, monsieur, madame, tout le monde, regardons ça, toi, des gifs animés, puis des affaires comme ça. C'est beau, des Internet. C'est beau, Internet. C'est ça qui a rendu le World Wide Web, là. Ouais. C'est ça qui l'a rendu accessible au grand public et ça a contribué à partir de ce moment-là. Moi, je me souvien, là, en 1993-94, quand il y a eu le premier poste informatique qui est arrivé à la station de radio où je travaillais, là, c'était comme wow! C'était fascinant, là, tu sais. C'est un peu grâce à ça maintenant qu'on a droit à des beaux vidéos de chats sur les interwebs. Hein? C'est extraordinaire. Hey, je suis assez contente. Merci à cette invention. Merci. Nous reste 3 questions. On est à la 8e. Quel pays a lancé le premier satellite artificiel? A, les États-Unis. B, l'URSS, C, la Chine ou D, l'Allemagne? Les États-Unis? Malheureusement. C'est-tu la Russie? C'est l'URSS. Ouais, hein? Ouais, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Sputnik 1, 1957. Of course. Sputnik, ouais. Satellite artificiel en orbite terrestre, le premier. C'était une sphère en aluminium de 58 cm de diamètre. Il pesait 83,6 kilos. Et quand même. Ouais. Dans quelles circonstances le duct tape qu'on connaît aujourd'hui a-t-il été inventé? Le tape gris, là? Oui, le fameux tape gris, oui. Okay. Est-ce qu'on devait étanchéifier, c'est-à-dire les coques de bateaux rapidement? Est-ce qu'on voulait emballer des cadeaux de Noël? Bateau. Est-ce qu'on voulait sceller hermétiquement des caisses de munitions ou s'il fallait fixer des tuyaux de poêle?
Les cadeaux de Noël, c'est bon, ça. Mais les tuyaux de poêle? Non. Ah, bateau! C'est C. Le duct tape a été inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour l'armée américaine qui cherchait un ruban étanche et résistant pour sceller hermétiquement les caisses de munitions. Puis là, il y a une ouvrière qui a dit, si on prenait du coton, puis on recouvrait ça avec un revêtement, puis on se servait de ça pour étanchéifier. Alors, ils ont proposé ça à Franklin D. Roosevelt, le président de l'époque. Oui. Lui, il a dit, Caroline, commercialisons ça, fabriquons ça. Puis c'est là que le duct tape, le ruban, le duct, tu sais, duct, D-U-C-T, et le duct tape qu'on appelle aujourd'hui le duct tape D-U-C-K. C'est à ce moment-là, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, que ça a été inventé ou commercialisé. Ben, tu vois, moi, comme sécuriser des bateaux puis des munitions avec du duct tape, ça serait pas ma première option, mais bon, dans le temps, j'imagine qu'on faisait avec les moyens du bord. Ouais, c'est ça. Et on termine avec la dernière question. C'est un vrai ou faux, celui-là. On va changer un petit peu. Airbnb, là, oui. Est-ce que c'est vrai ou faux que c'était à l'origine un service de bed and breakfast sur des matelas gonflables? Faux. C'est vrai. Oh non! C'est vrai. Airbnb, ouais. Et on va clore avec ça. 2007 à San Francisco, Brian Chesky et Joe Gebbia, 2 locataires, ils ont de la misère à payer le loyer. Puis ils disent qu'est-ce qu'on ferait bien pour rentrer de l'argent un petit peu. Ils ont dit, on va se faire un bed and breakfast, mais sur nos matelas gonflables. Il y avait 3 matelas gonflables, ils ont loué de l'espace, puis ils ont dit, on va servir un petit déjeuner. Parce qu'il y avait un hôtel pas loin, il y avait un congrès, puis c'était plein. Il n'y a plus de chambre d'hôtel. OK. Ils ont dit, on va louer nos matelas gonflables. C'est devenu Airbnb. Oh mon Dieu! Air Bed and Breakfast. Puis l'année d'ensuite, ou 2 ans plus tard, ils ont dit, ben là, tu sais, si on faisait d'autres choses que juste louer des matelas gonflables, mettons, puis on louait des chambres ou même une maison. Ou des apparts. Et c'est comme ça que le Airbnb, le Air Bed and Breakfast, est né d'un concept de, m'a loué des matelas. Des matelas chez nous, m'a gonflé des matelas, m'a mettre ça sur le, puis les gens vont venir dormir demain. C'est comme ça que Airbnb a été lancé. Tu sais, des fois, les idées, hein? Je vais jamais plus juger les idées à mon chum. Non, hein? Des non, fois, parce que des fois, t'es comme je suis niaiseux. Mais t'es comme ça, c'est le genre d'affaire qui aurait pu me sortir. Hey, on va louer des matelas gonflables. On met ça dans le sous-sol, il y a des gens qui vont venir coucher là-dessus. Ben, ça a marché. Je vais leur faire du bacon le matin, tu sais, comme. Merci Simon. T'es très intéressant. J'ai 20%. Ben, c'est correct. Je veux dire, en même temps, t'as appris au moins. J'ai appris énormément. Ce soir, c'est sûr que je me couche vraiment moins niaiseuse qu'à matin. Ça, c'est certain. C'est bon. Hey, ben, merci beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci, salut.